Bien le bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pot-au-Feu. Vous voyez cette petite C2 qui se trouve derrière moi là, juste ici? Voilà. Eh bien écoutez, je vous en ai déjà fait une présentation, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit ce que je voulais en faire dans le projet. On a fini la première partie notamment en allant l'utiliser sur le circuit de Castres en faisant une comparaison pneu route et pneu Smith Slick. Et puis derrière, voilà, on a eu l'occasion de lui faire un dépucelage en bonne et due forme sur le Nürburgring, sur lequel j'ai pu atteindre environ 8,52, 8,53. Et donc, voilà, la phase de test étant terminée, on va rentrer dans la phase de modification de l'auto. Mais la question qui se pose, c'est comment mesurer les bénéfices de quelque chose qu'on n'a pas mesuré, notamment puisque si on la transforme, l'objectif c'est quand même de savoir à la fin quels sont les gains apportés. Donc aujourd'hui, je vous propose une chose. Dans un premier temps, on va la tester sur un banc, on va voir si elle sort ses chevaux, et ensuite, on ira faire une pesée pour voir un petit peu quel est son poids là à l'heure actuelle, avant de commencer à la vider, de lui ajouter les suspensions, les cils en bloc, et puis à la fin de la ressauter. Comme ça donnera une bonne base avant de commencer à modifier, et surtout, voilà, ça nous permettra d'avoir un point de départ pour faire la comparaison à la toute fin du projet. Et allez, c'est parti pour le passage au banc. Ça arrive même au meilleur. Maintenant que j'ai trouvé le point de patinage, je file chez un de mes dealers pour récupérer ma drogue. La mienne est légale, plus chère qu'il y a 20 ans certes, mais c'est toujours moins cher que ce qui n'est pas officiel et en vente libre. En plus, la mienne agit comme un antidépresseur qui me met la banane sans rien avoir à ingérer par quelque moyen que ce soit. D'ailleurs, je vous laisse en apprécier les effets. Mais trêve de conneries, si je suis là, c'est pour un sujet sérieux. J'ai rendez-vous chez H Motor Performance pour m'assurer de la santé du moteur. Ça n'est pas une opération à cœur ouvert, juste un check-up pour un moteur de 200 000 km. Mais c'est comme pour une personne qui a passé la trentaine et qui se rend faire une visite de courtoisie chez son médecin. On peut rentrer avec le sourire et se voir sortir avec une prescription pour un toucher rectal. Jusque-là j'ai de la chance, je ne fais pas partie de ces heureux élus. Trêve de suspense, on laisse souffler l'auto et on vous donne le résultat. 49 et 145 Nm. Alors la santé? Il a pas jusqu'au bout, hein, parce qu'au limite, il faudrait décoller le moteur puis il irait plus loin. Ne jamais dire ça à un mec passionné par Honda. 129.4. Je ressors de cette visite soulagé sans avoir d'ordonnance pour un proctologue moteur. Pas besoin d'aller titiller les cylindres du bout des doigts. La chance me sourit encore. Safety first, on n'oublie pas la ceinture. Donc les chiffres sont plutôt concluants, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire que cette voiture, avec ses 198 000 et 215 km au compteur, a la santé. Donc 129 chevaux,4. Ces voitures sont dans tous les cas annoncées avec 125 chevaux, on précise moteur hein, évidemment, c'était pas les chevaux à la roue. Donc maintenant que cette phase de test au banc est terminée, étant donné qu'on va alléger l'auto, il me reste une deuxième donnée à figer, c'est le poids de la voiture. Donc je vais me rendre dans une entreprise sur laquelle en fait donc il y a une balance puisqu'il contrôle la ferraille. Ça devrait pouvoir me donner un ordre d'idée sur le poids de cette voiture. L'entreprise ayant généreusement accepté, voici la voiture sur la balance. Encore une fois, c'est un ordre d'idée car on n'est pas sur une précision au kilo. Première pesée avec la voiture seule et le plein fait. Magie du montage, je réapparais pour une deuxième pesée pour laquelle je pose mon gros cubi sur le siège conducteur. Il y aura aussi des efforts à faire pour gagner du poids de ce côté-là. Donc vous venez de le voir, on vient de passer la voiture au banc. On a maintenant sa performance moteur, 129 chevaux,4. Le ,4 est important quand on n'a pas beaucoup de chevaux, je vous l'assure.
Ensuite, on vient d'aller faire une pesée, je vous le donne dans le mille, voilà, il y a une cote qui dit que cette voiture pèse entre 1050 et 1100 kg. Ben moi je suis sur la cote haute dans le sens où elle a pesé à l'accusé 1100 kg. Et ensuite on a fait une pesée en ajoutant mon poids et la balance est sortie à 1180 kg. Elle est généreuse dans le sens où elle donne un petit peu moins de poids. Moi j'aurais tendance à dire qu'on pourrait ajouter 10 kg. Donc pour un ensemble donné à 1110 plus 90 kg, on serait plutôt sur 1200 kg au total avec la voiture en charge et moins à l'intérieur. Mais attention, on ne va pas s'arrêter là. Comme vous le savez, mon projet est un projet petit budget qui veut qu'on évite de dépasser un montant d'argent trop important. Mais que se passerait-il si voilà, on enlevait cette limite et si on pouvait investir dans l'auto pour la rendre le plus performante possible en termes de poids, de liaison à la route, de puissance, etc. Et je vous propose de répondre à cette question en allant voir quelqu'un qui dispose également d'une C2, mais d'une C2 préparée. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec un pur produit local, dirigeant d'une entreprise de transport et passionné de rallye. Laissez-moi vous introduire Jimmy Turquin. Je vous avais dit que je vous ferai une présentation d'une auto préparée. Derrière, il y a une voiture de rallye évidemment, mais avant d'en arriver à cette voiture, il y a forcément un personnage, une histoire. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur cette passion et comment t'en es arrivé là? Le rallye en lui-même que j'ai vraiment pratiqué, c'est à partir de 2016. On m'a présenté à un préparateur. Comment ce préparateur m'a montré une auto qui était déjà montée pour un de ses clients. Et du coup, cette auto, c'était donc la C2. Bon, c'était pas celle-ci, c'était une autre aux couleurs de Sébastien Loeb Red Bull. Et du coup, ça a matché tout de suite. Je suis tombé amoureux de la voiture et 2016, c'est le point de basculement en fait, au moment où tu vas commencer à t'introduire dans le rallye. Ouais. Mais moi, je me souviens d'il y a quelques années d'une 205 par exemple, sur tes jeunes années, qui était déjà un petit peu transformée et arceautée, si je me souviens bien. Non, il n'y avait pas l'arceau, mais elle était, oui. Il y avait déjà les baquets, ouais, les harnais, c'est ça. tout ça. En fait, c'est vrai que dès que j'ai eu le permis, moi, c'était vraiment la conduite sportive. Le sport méca, ça m'a toujours attiré. Donc faire le con dans les petits chemins, voilà, on était au taquet avec la bande de copains. Mais c'est vrai que fallait sauter le pas parce que le rallye, c'était vraiment le truc qui m'attirait à fond, quoi. Ouais. C'est aussi le motif qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui, puisqu'on parle de mon projet qui est un projet piste, petit budget. Ouais. Et là, on rencontre une voiture qui est au summum de ses performances, on va dire, puisque on va y venir tout doucement, mais dans la préparation, tant que ça soit le moteur, que ça soit en fait la liaison à la route, que l'allègement et la sécurité, du coup, voilà, ça donne un tout relativement complet. De base, celle-ci, c'est une C2 d'origine qui a été arceautée. Donc niveau arceau, sur les rallyes, on est obligé d'avoir des arceaux réglementés, c'est-à-dire FIA, qui correspondent à un certain numéro d'homologation. Donc ça, on est 6 points, c'est ça? Ouais, 6 points et soudés, parce qu'il y a aussi des arceaux boulonnés, mais ça c'est totalement interdit. Ensuite, on a les harnais, pareil, qui sont tous les 5 ans, on doit les changer, les baquets c'est pareil. Donc après, on a les combinaisons, les casques, tout ça, pareil, ils ont une norme FIA. Ouais. Tout ce qui doit être dans le rallye doit être sous norme FIA. Sinon, la voiture ne passe pas un contrôle technique pour faire le passeport. Et donc la catégorie moteur en 1600, et donc le 1600, même moteur que celui-ci, le même, un TU5 JP4 du coup, ouais. Mais qui est poussé à son summum avec... À son summum, je pense que le mien il peut encore être poussé parce qu'il y a les dernières générations de C2 qui sont sorties d'usine. D'accord. Elles sortaient plus de 240 chevaux. Mais bon, faut allier performance et on va dire fiabilité. Ouais, on fait une dizaine de rallyes sur l'année. Donc la voiture, il ne faut pas qu'on est toujours en train de la réviser au niveau moteur, parce que sinon c'est hors budget. Enfin, pour moi, ça serait hors budget, quoi. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, est-ce que tu peux couper un peu le suspense et annoncer la puissance moteur du coup? Alors, la puissance moteur, on a 226 chevaux. D'accord. À 8700 tours minute. C'est ça qui me plaît, parce que tu vois, on a mesuré celle-ci, je crois qu'elle a rupté à 7002, quelque chose comme ça. Okay. Et justement, le reprogrammateur me disait, on pourrait augmenter. Et les dernières générations de C2 Super 1600 de chez
Citroën Sport, donc elles étaient à 9008, 9009. Ouais. Et du coup, est-ce que ça t'impose de le renforcer, puisque tu travaillais avec des éléments d'origine, forcément, c'est toujours un risque sur la fiabilité. Ouais, tout à fait. Donc qu'est-ce que tu as pu renforcer sur le moteur pour atteindre ces performances? Au niveau du bloc moteur, on reste sur du bloc moteur d'origine. Okay. Le vilebrequin, moi c'est encore un vilebrequin d'origine, mais allégé et équilibré. Tout ce qui est sur le haut moteur, donc culasse, bielle, piston, même l'injection, donc je suis en 4 papillons, je suis pas en monopapillon. Je suis en pistel, donc la marque Pistel au niveau des pistons et des bielles. L'admission 4 papillons, c'est du GNV. Enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment du truc qu'on ne peut pas aller plus haut parce que c'est le summum actuellement au haut de gamme. Sur ce moteur-là. Ouais. Et au niveau de la culasse, on est en culasse donc Super 1600 Evo 3. Donc la dernière génération fabriquée par Lenny Compétition qui est en Bretagne. Et c'est lui qui a fait évoluer les dernières Super 1600 avec cette culasse-là. Et qu'est-ce qui est retouché justement sur ces culasses? Alors tout ce qui est lumière, on a même des sièges de Bellirium, donc c'est-à-dire le métal brillant comme les couvertures chauffantes. En fait, ça permet d'avoir un meilleur amortissement de la soupape sur le siège et éviter un trop gros échauffement. Après, l'injection, tout ce qui a dû être c'est une gestion Sibel, voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau de la gestion, on est obligé de le faire par un banc. C'est sûr que la cartographie d'origine n'a plus rien à voir là-dedans. Donc évidemment pour le moteur, avant même reprogrammation, parce que si tu as dû faire une gestion, j'imagine que déjà dans les pièces mécaniques, tu as dû réadapter tout ce qui était arbre à cam, poulie de déphasage et autres pour réajuster les régimes. C'est ça, pareil. Avoir une belle plage d'utilisation. Au niveau des arbres à cam, pareil. Donc c'est les arbres à cam aussi de la Super 1600. Ta plage d'utilisation à l'heure actuelle, parce que moi si je prends celle-ci par exemple qui est d'origine, la plage d'utilisation est très courte. Donc en gros, elle va se mettre à tirer vraiment à 6000 tours et à 7002 elle va couper. Donc en gros, tu sais que sur un circuit où tu as quelques angles droits, si tu ne touches pas la boîte pour rajuster, raccourcir les rapports, tu es toujours en difficulté entre deux rapports. Là, j'imagine que celle-ci, de toute façon, tu as une boîte séquentielle, tu as des rapports plus courts, donc tu es toujours dans une bonne plage d'utilisation. On est dans une bonne plage d'utilisation. Mon couple, moi, il commence à partir de 6005. À bas régime, on a quand même quelque chose. Ça reste un atmosphérique. Ça reste un atmo, donc les petits 1600 comme ça, on est obligé d'être haut dans les tours. Donc oui, avec la boîte séquentielle qui est bien étagée, je veux dire, on peut toujours rester dans sa meilleure optimisation au niveau puissance. D'accord. On a le poids d'origine et qu'est-ce que ça peut donner du coup par rapport à ton véhicule qui lui est dans une configuration allégée, vidée, avec, comme tu risques de l'annoncer, des éléments en fibre. Alors malgré qu'on ait tout en fibre, avec l'arceau, tout ça dedans, les vitres en macrolon, malheureusement on arrive au même poids d'origine. On est à 1100 kg avec le plein et sans les pilotes dedans. L'arceau va rajouter du poids dans tous les cas. L'arceau va rajouter du poids, mais on essaie d'y gagner avec les ailes, le macrolon au niveau des carreaux. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même au poids d'origine de la C2. Forcément, pour améliorer la tenue de route, je sais qu'il y a des pièces qui sont spécifiques C2, R2 par exemple. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'amélioration de la liaison à la route? Alors déjà sur le train arrière, on va sur un train arrière d'origine. Donc ça là-dessus, on n'a pas touché. Ensuite, au niveau des suspensions, on est sur du Boss en 3 voies. Donc réglage des détentes, des rapides, enfin bref. Pareil, ça c'est assez technique. Je veux dire, pour le rallye, on est beaucoup amené à retoucher les détentes selon la spécificité du parcours. Et puis si admettons on est sur de la pluie, etc., pareil, il faut détendre pour que la voiture soit moins dure. Parce qu'automatiquement, tu bloques les roues avant, tu files tout droit. On part en luge, etc. Ensuite, après, sur le train avant, là, on est en train KRS. Donc, train KRS, c'est on va dire, c'est même plus du triangle d'origine C2R2 Max. On est vraiment sur du triangle renforcé, pris sur le berceau d'origine quand même. Mais là, on va dire que, comme mon préparateur il dit, tu vas couper un arbre avec ça parce que c'est tellement costaud. Ensuite, au niveau des suspensions, devant, là, je suis en Citroën Sport. Elle a un bon comportement sur l'avant. Je veux dire, j'ai pas besoin de toucher au réglage. Certains préfèrent toucher au réglage à l'avant, mais moi, sur l'avant, je suis resté en une voie et sur du Citroën Sport comme j'avais juste avant la C2 d'avant. Et du coup, dernière partie, c'est pour la liaison à la route, on va avoir les jantes spécifiques. Du coup, c'est pareil, c'est des jantes C2 R2 Max, celles-ci. Alors, j'ai pas les données, les spécifications sur le poids, mais pareil, ça permet normalement d'alléger le poids à la roue pour aider à la relance de l'auto dans tous les cas. Donc on reste sur du 16. Là-dessus, on est obligé de respecter aussi la taille des jantes. Ok. Parce que si on passe en 17, déjà celle-là, ça passera pas au niveau des ailes. Ou alors, il faut commencer à tailler dans. Ça se voit, effectivement. Et ça, on s'est interdit de tailler dans le châssis, au niveau de la réglementation.
Et dernière chose, le freinage, pareil, donc augmentation du diamètre des disques, pareil, donc avec des étriers Brembo de C2 R2 Max, alors qui ne sont pas tout à fait similaires aux 406 V6 parce que les tiens semblent un peu plus gros dans tous les cas. Alors c'est pareil, il faudrait pouvoir avoir les specs pour comparer la dimension des étriers, des plaquettes et puis la surface de contact avec les disques. Mais on voit voilà, que là, il y a un freinage qui doit toucher dans les 300 mm à peu près à la roue, ce qui est supérieur à ce que j'ai monté, moi, en 286 mm. Je pense qu'il faut avoir une bonne monte de frein au niveau des étriers, au niveau des plaquettes et les disques super ventilés parce qu'on a quand même plus de charge de répartition sur l'avant. Après, nous, on a un répartiteur. Moi, pendant un temps, elle était fort chargée sur l'avant et la voiture, elle plongeait. Donc, du coup, ça mettait en défaut quand même mon freinage. Je perdais du temps sur les freinages, etc. Là, on l'a plus équilibré pour que la voiture freine à plat. Il y a juste que quand il y a de la pluie, là, par contre, il faut que je remette un peu plus sur l'avant. Donc, tu peux plus rentrer au frein dans les courbes. Parce que si on en met trop sur l'arrière, là, par contre, voilà, c'est ça. À quel moment tu le recommanderais? Qu'est-ce que tu as aimé sur cette voiture et qu'est-ce qui t'a fait un peu, qu'est-ce qui t'a dérangé un petit peu par exemple? Alors, bon, la C2, c'est une voiture, elle a une bonne bouille. On en trouve assez partout au niveau des pièces. Donc, quand on commence dans la compétition ou même pour le fun, pour le rallye, pour la piste, pardon, il faut quand même regarder si on peut trouver facilement des pièces. Les C2, ça commence à bien vieillir. On peut trouver des C2 d'origine, on a le pare-choc d'origine, c'est le même pour toutes les caisses. Enfin, voilà, on va dire qu'il y a ça, il faut prendre en ce paramètre. Ce qu'il faut se dire, c'est que le train arrière, il aime bien vouloir passer devant, parce qu'elle a un empattement vachement court et une hauteur de caisse assez haute, donc il y a toujours un effet de ballon. Donc du coup, tu as toujours elle est vivante et c'est ça que j'aime sur cette auto-là, c'est que c'est vivant, là tu te bats avec l'auto. De toute façon, une C2, si tu te bats pas avec l'auto, tu n'avances pas. Parfait, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ton véhicule, de ta passion et puis de l'histoire avec ce véhicule. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo pour cette chaîne. Et puis on peut aussi préciser que ta femme nous accompagne, qui est juste derrière la caméra, mais qui t'accompagne aussi en tant que copilote. Elle est en tant que copilote et ma fille aussi maintenant s'est mise à me copiloter aussi cette année. Donc on est quand même, on est famille, on partage la passion tous ensemble. Donc merci à la famille, merci aux sponsors qui nous accompagnent et sans eux, je pense qu'à mon avis, on ne pourrait pas faire autant de rallyes, et puis les résultats, ils sont là, on essaye de bien communiquer aussi là-dessus pour montrer que dans ce qu'ils investissent, il y a un retour au niveau perf. Donc voilà, et puis on peut dire aussi AirTech qui est un des fournisseurs au niveau équipement. D'ailleurs, on vous partagera justement le site de AirTech, leur adresse, les produits qu'ils proposent, puisque justement ils t'ont accompagné. Ah oui, moi, ils m'accompagnent beaucoup et c'est mon fournisseur de toute la voiture, on va dire. Ils sont même distributeurs SADEF, donc pour les boîtes séquentielles, donc tout ce qui est mécanique, etc. On se fournit chez eux. Donc il y a même une antenne là, qui va ouvrir à Avennes. Donc c'est un équipementier qui vaut le coup à aller voir. Moi j'en profite pour remercier H Motor Performance qui m'a permis de traiter le passage au banc. J'en profite pour le saluer et lui dire qu'on repassera chez lui une fois que l'auto sera terminée pour faire les derniers ajustements et les réglages. Et puis quant à nous, il ne nous reste plus qu'à aller faire un petit tour pour voir un peu comment ça fonctionne. Ça marche. Tu es rentré? Ouais, je suis rentré. Ça se règle les coups pas, je vais me faire émasculer, mais c'est pas grave, je ne pas trop fort. Après avoir perdu mes joyeuses dans le sanglage du fût de bière qui me sert de corps, il allait falloir faire chauffer la mécanique et les pneus. Je commençais alors à prier pour que les phases de freinage ne m'offrent pas une vasectomie à titre gracieux. En effet, je dois encore offrir la descendance à ma promise. Pendant le tour de chauffe, je comprends que son pied droit le titille et qu'il pèse le poids d'un pavé de maroilles. Je ne dis pas qu'il en a l'odeur, mais si tel était le cas, la pédale n'y résisterait pas et j'ai clairement l'impression que c'est ce qui va se passer. N'imaginez pas à quel point l'auto est précise. La rigidification du châssis et ses équipements lui font répondre au doigt et à l'œil.
Elle est parfaitement assise et communique toutes les informations. Le pilote doit avoir l'impression d'avoir une extension de son corps en la conduisant. Vous ne pouvez évidemment pas le sentir, mais de mon baquet, moi je vous le dis, c'est magique. Effectivement, ça n'a plus rien à voir avec une voiture d'origine. Et encore rien n'est chaud là, les pneus, rien à la température, les pressions j'ai mis un 8 mais enfin voilà. Nom de Dieu de putain de bordel de merde, ce que je kiffe ce moteur qui prend des tours. C'est ça que je veux. Et oui, j'ai beau rouler en Honda, j'ai pas tant l'habitude que ça de faire les bordures. Et là, je vois mes amis d'ici qui prennent plaisir à regarder ces images et qui se disent « Tiens, c'est pour toutes les fois où on est monté en passager avec toi. » Mais les gars, je vous rassure, j'étais en pleine confiance, j'ai pas laissé de marque dans mon caleçon. Et oui, un moment comme ça se doit d'être partagé, et si on a l'occasion de faire tester aux autres, il faut pas se priver. En tout cas, je vous laisse sur ces quelques images. Merci à Jimmy pour le baptême, car on s'est vraiment amusé, et merci pour son soutien dans le projet. Eh bien, chers amis, nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo, juste après cet essai riche en émotions pour moi. J'ai pas l'habitude de monter en tant que passager, je préfère être au volant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Je vous laisse sur ces quelques images des jolis bocages de la Vénois. Ouais, nos jolies pâtures, notre jolie verdure. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Toujours pas d'obligation, mais si vous le faites, ça me sert. C'est toujours utile et ça me fait plaisir, ça me donne du soutien. Si vous mettez un petit pouce et un petit commentaire, ça active l'algorithme, alors n'hésitez pas si vous avez kiffé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine fois ça sera en Honda S2000 puisque j'aurai l'occasion de descendre dans le Puy-de-Dôme pour rejoindre d'autres passionnés et faire un petit road trip. Donc voilà, restez connectés et moi je vous dis à bientôt.